Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé une vidéo il y a à peine une minute, consacrée bien sûr encore une nouvelle fois à une année en hard rock et metal. Et en fait on a sonné. Et, et donc c'était un calendrier chrétien, enfin on voulait me vendre un calendrier chrétien, donc je lui ai expliqué à ce bon monsieur, je suis resté très poli, hein, mais bon il a vu mon t-shirt. Donc je pense qu'il a vite compris quoi. Il s'est dit bon, on va pas insister. Je lui ai dit que j'avais été baptisé, que j'avais fait ma communion, mais que j'avais d'autres convictions. Bon, je suis pas du tout anti-chrétien ou sataniste, hein. Mais bon, comme le satanisme et le métal font bon ménage forcément, et que j'avais spécialement choisi ce t-shirt pour cette vidéo aujourd'hui, bon, il a dû un peu bloquer quoi. Bref, voilà. Il m'a coupé dans mon élan son fumier. Pas grave. Total support et total respect avant de partir en 1991. Vous le savez, les hard rock, les hard rockers, les hardos, les métalleux. Vous savez qu'en 91, il y a quand même un gros ouragan, un tsunami tout droit venu de Seattle qui nous a fait beaucoup de mal pour beaucoup, hein. Beaucoup considèrent que le grunge a amené la mort du hard rock, du métal. C'est vrai en partie, mais on va revenir là-dessus. Il y a des bonnes choses dans le grunge, croyez-moi. Mais tout d'abord, total support et total respect aux Brésiliens de Rebellion, auteur d'un 4e album sorti au mois de septembre sur le label Agonia, label polonais pour ce groupe brésilien. Under the Sign of Rebellion, tel est le titre de ce nouvel effort. Et Dieu sait que cet effort a été douloureux, puisque le groupe a subi quand même la perte de 2 de leurs membres clés, les cadres, comme on pourrait dire dans le football, Fabiano Pena, notamment, qui nous avait quitté en 2018 suite à sa tournée européenne en compagnie de Pestilence. Il a dû choper quelque chose en Europe lors de cette tournée-là, et à son retour, il est tombé malade. Et en fait, il n'a pas quitté l'hôpital, donc voilà quoi, grosse perte. Donc, suite à la perte de 2 de ses membres, c'est très courageux de leur part de continuer sous le nom de Rebellion, Under the Sign of Rebellion. C'est le 4e album, donc paru le 23 septembre dernier chez Agonia, et il vient d'arriver en France apparemment. Enfin, je l'ai chopé hier quoi. Donc, totale surprise. Je vous avouerai ne pas trop avoir suivi l'actualité pour ce groupe de brutal death brésilien. En tout cas, la pochette signée Petagno ne trompe pas. Et c'est du pur Rebellion à l'intérieur, hein. Certainement des morceaux que Fabiano avait composés, qui n'ont pas été exploités peut-être. Mais c'est dans la droite lignée de Rebellion. Donc voilà, quoi. Total respect, total support, hein. Donc voilà, l'année 91 en hard rock et metal, et comme j'expliquais, la scission sismo-sismique qui est intervenue à la rentrée, tout d'abord avec la sortie de l'album Nevermind de Nirvana. Et du coup, ça a ravagardisé toute une scène, la scène hard rock, notamment le glam, le hard US, représenté par les Warrant, les Rats, Faster Pussycat. Ils sont tous retrouvés un peu ringards. Et du coup, Seattle, pendant de 91 à 93-94, jusqu'à la mort de Kurt Cobain, ça a été un peu la capitale mondiale du rock. Donc on ne va pas se plaindre parce que c'est du rock. Quand je vois maintenant ce qui se passe, ben oui, on peut dire que le rock est mort, mais ça c'est une autre histoire. On attend toujours les nouveaux Nirvana, les nouveaux Soundgarden, Pearl Jam, enfin ceux qui vont vraiment fédérer un maximum de monde et qui vont inciter les gens à se mettre à la guitare, et c'est loin d'être gagné, hein. Je vois mon fils, bon ben voilà, élevé au métal depuis son plus jeune âge, il n'écoute que du rap. Voilà quoi. C'est devenu ça, la musique, la première musique au monde. Je parle de toi en plus mon fils. C'est vraiment du live. Donc voilà, on attend la relève du rock. Bon, si vous avez des noms, des gros noms, hein, mais j'en vois pas à l'heure actuelle. C'est le rap, le R&B qui prédomine. Donc voilà.
Allez, en 1991, bon, il y a déjà des albums évoqués dans d'autres vidéos, et notamment le fantastique Voivode Angel Rat, on va pas revenir là-dessus, hein. C'est un fantastique album de la période progressive du groupe. D'ailleurs, le bassiste Blackie avait quitté le groupe suite à la sortie de ce disque, hein. Il s'est décidé, enfin pour lui, c'est vraiment l'album de trop, peut-être, l'album qu'il ne fallait pas enregistrer de la part de Voivode, et ça a fait un bide. C'est Away qui expliquait, je vous l'ai peut-être déjà expliqué d'ailleurs, lors de l'enregistrement de Outer Limits, en allant faire les magasins de disques d'occasion. Il s'est rendu compte que cet album n'avait pas été aimé quand il a vu toutes les copies en seconde main à 1 $ ou 2 $. Quoi. Alors, attention, Guns N' Roses, mais oui, bien sûr, en 1991, les Use Your Illusion, l'Arlésienne, à l'époque, 4 ans pour sortir un disque, c'était immensément long. Bon, maintenant, c'est devenu la norme, quand on voit Metallica qui met 7-8 ans entre chaque disque. Bon, c'est parce que les disques ne se vendent plus aussi. Mais à l'époque, on pensait vraiment que les Use Your Religion n'allaient pas sortir. Déjà, on ne savait même pas. C'était vraiment secret défense. On savait qu'il y avait des titres qui avaient filtré comme Civil War ou November Rain. Mais bon, Don't Cry. Et ça, par exemple, Don't Cry, c'est un morceau qui date d'avant Appetite for Destruction. Et on savait que ça allait finir un jour ou l'autre sur un album. Si l'album allait sortir là, c'est le Use Your Religion volume 2. Donc bien sûr, avec un autre batteur pour remplacer Steven Adler, qui joue néanmoins sur le titre d'ouverture de ce volume 2, Civil War. Tout le reste, c'est l'ex The Cult Matt Sorum qui joue sur ce disque. Donc, quand l'album est sorti, bon, on connaissait déjà le clip de You Could Be Mine, puisque c'était la bande originale de Terminator. Et on peut dire ce qu'on veut, hein, les Guns, c'est une machine à fric, Axl Rose, c'est une diva, oui, oui. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, à l'époque de Appetite, on s'en rendait pas trop compte. Et quand You Could Be Mine est sorti, alors là, ça a été vraiment l'événement. En plus d'être un morceau absolument fantastique, le clip est tellement bien que ça ne pouvait que marcher. Alors oui, ils ont fait ça pour le fric, ils se sont associés à Schwarzenegger pour faire ça. Bah oui, oui, d'accord. Et encore une fois, je préfère écouter du rock énervé comme ça, d'autant plus que c'est bien hard rock, quoi, que ce qui se passe maintenant à la radio. Et en 91, le métal, c'était la musique underground par excellence. Je veux dire, Metallica, même Bon Jovi, n'avait jamais eu de disque d'or en France. En 91, c'est Guns N' Roses, épaulés par Nirvana et Metallica, qui ont rendu le métal de nouveau crédible dans notre pays. Et c'est à partir de là que vraiment les groupes ont commencé à tourner de manière intensive en France, à ne pas nous oublier. Et ça, c'est une chose à ne pas oublier, c'est grâce aux Guns et grâce à Metallica. Mais oui, tout d'abord, les Guns, oui, c'était en juillet 91. Et l'album de Metallica, il est sorti en août. Donc enfin, voilà, c'est à quelques semaines près. Mais sans Guns, il n'y aurait pas eu de rock énervé à la radio. Et ça, on ne peut pas le nier. Raven qui sort son deuxième album avec Joe Asselvander à la batterie, Architect of Fear, produit pour le compte du label Steamhammer en Allemagne. Et suite à cet album, ils allaient partir en tournée avec Running Wild. Fantastique, encore une fois, j'aime ce terme. J'aime croire que la musique qu'on écoute est fantastique. Et cet album de Raven l'est assurément. Bah, c'est dans la droite lignée de Nothing Is Like Excess, donc de l'athlétique rock bien énervé, sans compromis, et bon bah voilà, il n'y a plus de major derrière eux pour leur dicter quoi que ce soit. Je ne reviendrai pas non plus sur le deuxième et somptueux et haineux Massacre, Enjoy the Violence. Ça doit être bien la troisième fois qu'il apparaît dans mes vidéos, donc c'est un de mes classiques. Je voulais acheter le Rise sur le... Et il est sorti le lendemain, donc je voulais pas partir les mains vides. Je suis parti avec ce second opus
de Massacra. C'est vraiment l'album le plus brutal que j'ai possédé pendant de nombreuses années. Voilà l'objet du délit, le fameux Nevermind de Nirvana, qui a foutu le bordel dans le hard rock et le métal. Mais quand c'est sorti, moi, j'étais conquis. Ça a été mon disque de l'année 92, il est sorti en septembre, je l'ai chopé en toute fin d'année 91. Imaginez que ce truc-là, ça a été numéro 1 au top 50. Et le singles, Smells Like Teen Spirit, numéro 1 au top 50. C'était incroyable, inespéré. Les radios ont dû chambouler carrément leur programme, leur chaîne, leur programme, leur ligne musicale pour pouvoir passer Nirvana. Et il y avait des radios qui refusaient de passer ça. Ça rentrait pas dans la ligne conductrice de leur radio, de leur programmation. Et ils ont dû se plier, tout simplement parce que cet album a fait un carton. Et ben voilà, hein, il y en a beaucoup qui ont branché une guitare en écoutant ce disque. C'est normal. 12 titres, je fais abstraction des Poly et Something in the Way, les deux ballades acoustiques, les deux titres acoustiques, mais tout le reste, c'est de première bourre. Me dites pas que Smells Like Teen Spirit est un mauvais morceau, ça a été une vraie révélation, une vraie révolution. Et moi, j'ai adhéré totalement. Ça m'empêchait pas d'écouter plein de trucs à côté, mais ça, j'ai adoré. Nirvana. Overkill, qui sort son meilleur album, peut-être mon favori, le 5e album, avec deux guitaristes, Merritt Gant et Rob Canavino, pour remplacer le seul guitariste Bobby Gustafson, qui avait œuvré sur les 4 premiers disques. Et là, produit par Terry Date, c'est ouais, le meilleur album d'Overkill. Allez, je le dis, je l'affirme. Coma, ça c'est vraiment le titre qui nous fait headbanger au plus haut point. C'est Bang That Head That Doesn't Bang, Infectious, Blood Money. Même la reprise de Frankenstein, elle est sympa. Donc un album hautement recommandable et indispensable, et paru sur le label bien sûr du défunt fondateur de Megaforce, John Zazula. J'en ai déjà parlé également, je ne suis pas sûr de Blood Blast. J'ai beaucoup parlé de Sublime Dementia, mais je n'en ai pas beaucoup parlé de ce deuxième Disincarnate que j'ai beaucoup écouté. J'étais tellement fier, c'était la fierté lilloise. Blood Blast qui est enregistré à Tampa, c'était une première pour un groupe français à la mec du death metal avec Scott Burns aux manettes. Avant d'écouter la moindre note, je savais que j'allais aimer, quoi. Et ça a été le cas, je l'ai beaucoup écouté. Ça a été un de mes albums de cette année-là, et du premier semestre 92. Mais quand ils ont sorti ce Sublime Dementia, je trouve ça, ouais, ça a pris vite un coup de vieux en fait. C'est curieux, hein. Alors que quand je l'écoute, je prends toujours autant de plaisir à l'écoute de Disquieting Beliefs, le premier clip de Blood Blast, quoi. Ça aussi, c'était un événement sur M6, le premier clip de Blood Blast sur M6. Waouh, c'était une réelle fierté d'être français, d'écouter tous ces groupes-là qui tournaient avec les pointures. Hein. Massacra tournait avec Bénédiction, No Return tournait avec Exorder, Blood Blast allait tourner avec Cannibal Corpse, puis avec Death. Donc, enfin, pour moi, voilà, c'était vraiment trop plaisant à voir, tous ces groupes français qui galéraient dans les années 80 et qui avaient un début de reconnaissance européenne, voire internationale. Ça faisait vraiment chaud au cœur. À l'image d'un Sepultura, tiens, qui est le premier groupe brésilien à vraiment avoir explosé hors de ses frontières. Et pendant longtemps, Arise, 4e album de Sepultura sur le label Roadrunner Road Racer, pendant longtemps ça a été la meilleure vente du label néerlandais Roadrunner. 1 million d'exemplaires de Rise pour un groupe et un style aussi extrême, c'est quand même un beau chiffre. Et ils avaient vendu quelque chose comme 20 000 rien qu'en France, donc c'est un beau chiffre aussi, quoi. Bien sûr, ben, la pochette de Michael J.R.A. Whelan, donc
ouais, une totale réussite. Je préfère quand même Beneath the Remains. Mais bon, rien que Desperate Cry, ça reste un classique, hein, bien sûr, avec l'intro signé Andreas Kisser, puis Igor Cavalera qui déchire tout, quoi. Donc c'est pour tout. Skid Row, qui sort son album le plus heavy, Slave to the Grind, produit par Michael Wagner, et fantastique, encore une fois, je me répète, mais superbe album. Deuxième album pour le groupe de Sebastian Bach. C'est pas le groupe de Sebastian Bach, hein, mais c'est quand même lui le leader, faut dire ce qui est. Ça aussi, les clips, on les voyait, Monkey Business, The Threat, c'est pas un clip, mais Psycho Love, ouais, avec son clip en 3D avec les lunettes. Génial album de heavy metal. Et c'est le dernier disque classé Arduous à avoir atteint la première place du Billboard aux États-Unis. Là aussi, incontournable, le troisième carcasse, Necroticism, avec le classique, leur Painkiller. Je compare ça au Painkiller parce qu'il y a une intro de batterie. Le Corporal Jigsaw, Quandary, ça c'est un truc, on l'entend en direct. Ah, Carcass. Puis il y a aussi Incarnated Solvent Abuse, là c'était les deux clips à être tirés de cet album. Necroticism, produit par Colin Richardson, Bill Steer, Jeff Walker et Ken Owen, avec le Suédois Michael Amott, l'ex-member Michael Amott, le temps de cet album. Un de leurs tout meilleurs disques. Un autre objet du délit, l'album de la trahison pour certains. Eh bien non, le Black Album est un grand disque de Metallica. Mais oui, mais oui. Je vais pas dire que vous êtes une bande d'ignards, j'ai bien trop de respect pour vous. Mais comment peut-on dire que ce disque n'est pas un album de métal? Ça, je ne peux pas le tolérer. Et je suis désolé, mais Enter Sandman, c'est un classique et c'est un très très bon morceau. Vous l'avez trop entendu en radio, tout simplement. Tout comme Nothing Else Matters. Mais me dites pas que Wherever I May Roam, c'est pas du heavy metal. Ok, ils ont ralenti le tempo, c'est plus du trash. Ils ont pactisé avec le diable Bob Rock. Mais moi, quand on entend le son de Justice for All, moi qui adore les gros sons à la Dieter Dierks et compagnie, Max Norman, je suis totalement convaincu dès la première écoute. Un son de batterie énorme, on n'avait jamais entendu ça. Si, peut-être sur Creatures of the Night avec Eric Carr, Creatures of the Night de Kiss, mais bon, pendant longtemps, c'était un des rares exemples. Là, le son de caisse claire, mais écoutez-moi ça, c'est parfait, c'est parfait. Et Sad But True, me dites pas que c'est pas du métal. En 92, je vais vous donner encore une anecdote. En 92, j'étais en stage en collectivité, puisque je faisais mes études dans la restauration, et j'étais en stage en collectivité, j'ai voulu mettre une cassette, j'ai mis le Black Album. Je vous jure, au bout du premier titre, ils étaient à bout, ils n'avaient jamais entendu, pour eux c'était le summum de la violence. On est venu me voir, on m'a dit, on ne supporte pas ta musique Bruno, on l'arrête. J'ai dit, non mais arrêtez les gars, ou quoi, vous délirez. J'ai dit, vous avez entendu ce qu'on se tape à longueur de journée, et là je mets un titre. Ça y est, c'est la crise, quoi. Bah oui. Ils n'avaient jamais entendu quelque chose d'aussi violent. Donc oui, c'est peut-être l'album de la trahison, mais non, moi je suis convaincu que Metallica a réalisé un superbe album avec ce 5e effort, et qu'ils n'ont jamais eu un son, et qu'ils n'auront jamais eu un son pareil. Et ça ne m'a pas empêché, par exemple, d'apprécier aussi Blessed Are the Sick, ou parfois David Vincent dit Blessed Are the Sick, le deuxième album de Morbid Angel, toujours produit par Tom Morris, toujours enregistré au Morris Sound Studio. Et Blessed Are the Sick, bien sûr, il y a le morceau Fall From Grace, mais il y a surtout aussi Thy Kingdom Come, réenregistré. Et Abominations, les deux titres du single, Thy Kingdom Come, sorti en 87. Là, ils ont été enregistrés avec un super son. Et Pete Sandoval, il nous régale avec ses parties de batterie, très actotes. À la guitare, avec Richard Brunel,
qui se complétait encore parfaitement. Ça n'allait pas tarder, Richard Brunel allait partir l'année d'après. Et bien sûr le charismatique David Vincent aux vocals et à la basse. Album indispensable que ce deuxième, Morbid Angel. Fusion avec Mordred, In This Life, qui s'engouffre dans la brèche de Red Hot Chili Peppers ou Face No More. Mais bon, Face No More, on peut pas considérer ça comme de la fusion. C'est pas parce qu'ils ont fait un morceau rap metal que c'est de la fusion. Face No More fait du Face No More et voilà. Mais le chant de Scott Alderby sur cet album In This Life me rappelle furieusement quand même le chant de Mike Patton de Face No More à l'époque de The Real Thing. Et donc ils sont fait un peu latter pour la prise de risque, où ouais, on a beaucoup parlé d'opportunisme aussi. Alors comment un groupe de trash passe à la fusion, bah, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et puis ils avaient déjà un DJ au platine, un Ron Von, qu'on voyait sur le clip de Everyday's Holiday. Donc pour moi c'est pas... non, ils sont pas fourvoyés, c'est un pur album qui a été mal compris tout simplement. In This Life de Mordred, paru au printemps 91. Excusez-moi. Mention honorable, parce que là je suis déjà à 21 minutes, je la fais longue, mais j'en ai des choses à dire sur cette année-là. Burchard at Birth, on en parlait, ils ont tourné avec Blood Blast pour cet album, le deuxième Cannibal Corpse. Et ouais, on disait, ouais, en France, pourquoi Blood Blast tourne en tête d'affiche et pas Cannibal Corpse? Bah ouais, mais Cannibal Corpse, ils débutaient en Europe, quoi. C'était leur première tournée, ils avaient enregistré 2 albums, mais c'était leur première tournée. Ils faisaient toutes les dates en tête d'affiche dans toute l'Europe, sauf en France, où c'est Blood Blast qui était la tête d'affiche, et c'est fort logique, vu que Blood Blast était plus populaire que Cannibal Corpse à cette époque. On en a déjà parlé. Comment ai-je fait pour passer à côté d'un tel album que ce Skyclad, le 3e album que Sabbath n'a jamais sorti. The Weird Sons of Mother Earth sur le label Noise. Un petit classique, mais un classique quand même. Protector sur le label 4FM, je pense. 4AFM. Mais là, réédité par High Roller et l'album A Shading of Skin, Trash Death. Trash Death de haute facture. Ça joue bien et c'est bien haineux. Comme ça, on voit mieux. Toujours dans les mentions honorables, le premier Malevolent Creation, sorti à la grande époque explosion du death metal et produit bien sûr par Scott Burns, avec la pochette d'Anne Seagrave sur le label Roadrunner. Ne pas oublier le live de Slayer, Decade of Aggression, qui marque la fin d'une ère, puisque Dave Lombardo allait quitter le groupe de manière définitive l'année suivante. Et donc là c'est un best-of des 5 premiers Slayer, avec notamment une version dantesque, mais comme à chaque concert de Chemical Warfare. Et bien sûr les vieux morceaux, Captor of Sin, Black Magic, The Antichrist, tout y est, c'est vraiment un best-of des 5 premiers Slayer à l'époque en promotion de l'album Seasons in the Abyss. Prong qui continue sa collaboration avec Mark Dodson le temps d'un 2e album, Prove You Wrong. Bon album, mais je préfère quand même les remixes, et notamment la reprise de Get a Grip de Stranglers qui a été remixée et disponible sur un maxi, que je trouve vraiment bien. Et enfin, une curiosité, un album qui aurait mérité davantage de succès, qui n'a pas eu son succès, découvert par Sam Taylor, le gars qui a découvert King's X, Galactic Cowboys sur le label de Guns N' Roses, Geffen, donc Geffen qui avait autre chose en tête quand cet album est sorti, puisque outre Guns N' Roses, ils avaient également géré les intérêts de Nirvana, donc du coup cet album
auto-intitulé et hautement recommandable, et pourtant passé bien inaperçu, et c'est bien dommage. Malgré le clip de I'm Not Amused qui est passé sur MTV, rien n'y a fait. Ce disque a fait un bide. Et il y a des superbes titres dessus. Si vous aimez les vocaux à la Beatles, les harmoniques de voix à la Beatles, vous serez comblé. Et c'est bien énervé, ça reste bien métal dans l'ensemble. Donc si vous le trouvez, et vous devriez le trouver pas trop cher, c'est le genre de CD à 5-6 balles. Je vous recommande fortement ce premier album des Galactic Cowboys. Voilà les Maniacs, 25 minutes et 32 secondes. Pour cette vidéo consacrée à l'année 91, il y en avait des choses à dire. Et donc je vous souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Je compte faire mon récapitulatif de l'année 2023 en hard rock et metal. Peut-être la semaine prochaine, on verra bien. En tout cas, appréciez cette vidéo. Et moi, je vous remercie encore pour vos messages de soutien. Et je vous dis à très bientôt les Maniacs. Ciao, ciao.